avec ça. Elle est bien entourée là quand même. Hein. Il en prend. Alors je viens en observation. En fait pour l'instant je soutiens un peu tout le monde, les indignés y compris, qui ont que leur chance à eux, tu vois. Mais je rêve encore d'une union de la gauche et il y a un moment où le candidat de gauche qui va gagner, ce sera évidemment ou Hollande ou Mélenchon. Les autres ont peu de chance à mon avis. Ça va, Jacques? Et toi? On rentre, chérie. La soirée va s'organiser d'une manière très très simple, vous allez voir, on va être tous ensemble. Nous allons accueillir des artistes qui nous feront le plaisir de venir se produire, évidemment brièvement, évidemment ce sont des clins d'yeux bien appréciables et vous verrez bien sentis. Nous allons également avoir des paroles de militants de la culture, d'intellectuels, d'artistes qui ont souhaité être là pour parler. D'autres sont là dans cette salle avec nous et nous en savons gré et ils sont là comme des voisins, des amis, des sympathisants. Et nous aurons aux alentours de 21h30 le plaisir d'accueillir le candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, une intervention importante et attendue puisque ce soir le Front de Gauche fait son Bataclan. On a des points, les armes qu'il faut pour pouvoir tenir une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifier les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je me prendrai comme le devoir de ma pension. Madame la République française qui répondra à ces doléances, je suis ni puni ni soumis, je suis un citoyen de France. Divers candidats de gauche parce que je crois encore à une espèce d'union de la gauche assez utopique. J'espère que la culture de gauche qui sera là continuera à laisser de la place au plaisir, puisque la culture c'est des emplois, mais c'est aussi un moyen de s'épanouir et de se tendre la gueule, parce que qu'est-ce que c'est que le rock'n'roll? Putain, c'est bien ça. J'ai chanté une chanson de Johnny Cash traduite en français. Mon père s'est taillé quand j'avais 3 mois, il a rien laissé, ni à ma mère, ni à moi. Des bouteilles vides et cette vieille gratte-là. J'en ai jamais voulu d'être parti, mais la pire des saloperies qu'il ait fait en partant, c'est qu'il m'ait appelé sous. Et il a dû faire ça pour rigoler, par contre c'est moi qui ai morflé, et je peux te dire que j'en ai souffert toute ma vie. Quand les filles se moquent, je deviens tout rouge, quand les mecs se marrent là, c'est un coup de boule, vaut mieux pas et boum, quand tu t'appelles sous. Oh, j'ai grandi vite, je suis devenu méchant, j'ai les points de l'esprit vif maintenant. Je trimballe ma rencontre de ville en vie tout le temps. Alors j'ai fait un peu devant l'éternel, c'est chercher dans les bars et les bordels pour trouver et buter celui qui m'a appelé sous. C'est les baguettes, les wagons en plein été, j'arrive la gorge desséchée par la poussière, je bois bien une bière. Dans un vieux salon plutôt tarte, assis au fond en train de jouer aux cartes, elle est assise, le sale chien galeux qui m'a appelé sous. Ah, ce vieux chameau était mon petit papa. Une augmentation de l'espérance de vie, mais là, à plus long terme, et ce qui est beaucoup moins positif, une aggravation du déficit des caisses de retraite. Alors que pour pouvoir
payer les retraites du futur, c'est-à-dire nos retraites à nous. Et il faudrait qu'aujourd'hui, les autres fument plus. Il faut donc baisser le prix des cigarettes à condition, évidemment, d'informer sur les dangers de la retraite. La retraite, c'est très dangereux. Les chiffres sont là. Selon un chiffre vrai, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les retraités que chez les actifs. Les hommes naissent libres égaux, droit mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien la raison du plus fort, enfin encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien, c'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent. La langue, c'est bien, c'est rien. C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile. C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile. C'est bien. Et on génocide au soleil, ma faute à qui on savait pas. Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de nuit. Et brouillard, c'est bien. Quel accueil, Noémie! De voir ça. Bon, je crois que déjà on a déjà mis un point en commun. Il n'y a pas d'homme providentiel et je ne suis pas candidat au rôle. Je ne vais donc pas essayer de vous faire je ne sais quelle démonstration de mon absolue connaissance du dossier qui vous occupe, quoique je n'ai pas pu y échapper, compte tenu de l'énergie qu'ont mis les camarades qui ont rendu tout cela possible. C'est vrai qu'on a le sentiment de s'être retrouvés. Moi je ne vous connais pas, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Je ne vous connais pas, mais chacun d'entre vous regarde son voisin et se sent dorénavant différent de ce qu'il était il y a peut-être quelques semaines lorsque, tout seul, toute seule, il se sentait comme en exil en lui-même. En exil en soi-même, cela signifie être quelque part, posté en attente et se voir agir dans l'existence d'après des normes, des valeurs, des comportements qui ne sont pas les siens, mais qui sont les seuls par lesquels il est possible d'entrer en relation avec les autres. Et ça m'amène tout de suite à mon sujet qui est un peu philo, mais bon, chacun son genre de beauté, qui est le moment que nous vivons. Le moment politique, vous le sentez. Vous voyez bien que ce que nous avons entrepris n'est pas seulement une campagne électorale. Nous utilisons une campagne électorale et le rendez-vous formidable qu'elle nous permet, l'économie d'énergie extraordinaire que nous permet, en scrutin, c'est-à-dire de pouvoir régler un problème avec des bulletins de vote. Donc nous utilisons cette étape, ce moment, à l'intérieur d'un processus qui est beaucoup plus grand et qui ne fait que commencer. Dans lequel chaque pas que nous franchissons ensemble, chaque rassemblement que nous faisons, chacun d'entre nous sait qu'il vient non pas pour admirer, non pas pour louanger, mais pour procéder justement à cette construction mutuelle qui fait que, comme nous nous sentons plus forts, nous sommes plus forts. C'est partie du rapport de force, la démonstration du rapport de force. Et nous allons ressortir d'ici avec la certitude que dans cet univers particulier de la création, de la réalisation, nous sommes plus forts, nous sommes plus grands, et on va savoir pourquoi faire. Car nous ne sommes pas là pour reproduire, là non plus, les routines du passé, pour occuper la place des autres, comme s'il y avait un tour de rôle qui serait en quelque sorte alloué à chaque catégorie, les uns remplaçant les autres,
pour faire au fond fonctionner les mêmes rouages, des mêmes certitudes, du même ordre établi, des mêmes valeurs. C'est la grande rupture avec cette mécanique aveugle dont nous sommes les auteurs, dont nous allons être les sujets, plutôt que les objets que nous sommes aujourd'hui d'une mécanique qui nous écrabouille, qui nous réduit, qui nous anéantit, qui, je l'ai dit tout à l'heure, nous met en exil en nous-mêmes. Voyons comment. La révolution citoyenne, je la nomme par son nom, commence à travers cette campagne électorale, mais elle ne s'y arrêtera pas. Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'un changement d'équipe gouvernementale ou de majorité parlementaire, mais nous allons travailler à cela. Nous avons d'abord besoin d'une victoire politique contre ce pouvoir de droite en particulier, puisque c'est lui qui a porté le plus loin, le plus haut, le plus fort, le plus à nu, les valeurs de ce temps, celles sur lesquelles je viens maintenant. Nous avons besoin qu'il soit défait. Moi j'ai besoin de ne pas être trop enfumé, parce que moi, je ne vois plus. Donc, nous avons besoin de sa défaite, parce qu'elle va se présenter comme une brèche ouverte. Nous utiliserons les moyens qui sont à notre portée pour obtenir non seulement cette déroute, mais la continuation du processus que nous commençons et qui repose sur vous-même. On ne peut rien comprendre à ce que nous sommes en train d'entreprendre si on ne comprend pas que le mouvement est parti du peuple lui-même. Que chaque manifestation est plus grande que les partis qui ont appelé, qui sont le Front de gauche, plus grande que le candidat qu'ils ont désigné. Je leur ai déjà dit, vous ne vous débarrasserez pas de ces gens, même si vous vous débarrassez de moi, à bon entendeur seul. Allons au fond. Vous savez que notre temps est marqué par au moins deux bifurcations d'une dangerosité extrême. La première, elle est d'ordre géopolitique. Le centre du monde, que sont les États-Unis d'Amérique, sont en crise d'hégémonie. Le modèle économique sur lequel il repose est en crise. Et par conséquent, la bête étant blessée, elle devient dangereuse. Les soubresauts auxquels vous assistez dans l'ordre géopolitique, mais également dans l'ordre financier et économique, sont les conséquences de cette situation. Et en même temps, cela suffirait déjà à provoquer des situations inouïes, dont nous, la vieille Europe, nous ne nous sommes jamais bien sortis. Les grandes crises du capitalisme, ça nous a donné la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et par-dessus le marché, la Shoah pour terminer le tableau. On a donc des raisons toujours de regarder avec prudence, une exigence de responsabilité, de conscience, de culture, de savoir, les événements qui avancent devant nous. Et puis, on en était déjà là lorsque intervient d'une manière liée et imbriquée la deuxième bifurcation, celle qui atteint la nature elle-même et notre écosystème à travers la crise climatique, pour ne prendre que cet exemple, parce que c'est celui que l'on peut prendre pour résumer un ensemble de faits. Et ces deux éléments à eux seuls provoquent une mise au défi de l'humanité. Comment va-t-elle y répondre? Sa réponse est nécessairement culturelle. C'est-à-dire qu'elle répond en faisant appel à tout ce qui est en elle, qui lui permet de se souvenir quelle est l'humanité, c'est-à-dire un ensemble d'êtres corrélés entre eux, non seulement par des relations sociales, mais essentiellement par d'autres relations qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas mesurées, qui ne sont pas dessinables, qui sont celles du cœur, de l'esprit, celles qui passent à travers l'amour, la fraternité, le rapport à la création elle-même, la musique, le dessin, la peinture, la danse, bref, tout ce qui, dans l'humain, procède du gratuit, c'est-à-dire du qui se donne en échange de rien. Et si l'humanité devait régler les problèmes que je viens d'évoquer, simplement d'après ce que je viens de dire, alors nous aurions la certitude qu'un monde meilleur naîtra de cette crise. Et nous savons tous bien que le pire de cette crise, ce n'est pas qu'elle ait lieu, c'est si nous sommes incapables de lui apporter un dénouement heureux. Si nous étions incapables de faire naître un monde neuf de celui qui est en train de s'écrouler. À cette bifurcation, ces deux bifurcations s'en ajoutent une à cet instant.
elle porte à cet endroit précis, qui est chacun d'entre nous. C'est la bifurcation culturelle du monde. Jusqu'à présent, l'humanité allait dans sa diversité, ses cultures, ses civilisations, ce que vous voulez. Ses goûts, ses marottes, ses habitudes. Et les marchands se présentaient proposant les objets qui, en quelque sorte, venaient à la rencontre de ses besoins. Vous voyez, il y avait quelque chose d'un peu aléatoire en permanence. Que vont-ils vouloir? Eh bien, la bifurcation a commencé quand on a dit dorénavant, ce n'est pas la marchandise qui va aller à la rencontre de l'homme, c'est l'homme qui va aller à la rencontre de la marchandise. Et donc, on a imaginé, comme prolongement du fonctionnement même de l'activité industrielle et autres, un formatage généralisé de l'être humain. Et ce formatage, c'est la culture dominante. Voilà pourquoi nous pouvons parler d'un ordre globalitaire, en ce sens que non seulement il prend en lui-même toutes les relations sociales, non seulement il essaye de tout faire entrer dans le domaine de la marchandise et de l'essor marchand, depuis la brevetabilité du vivant jusqu'à telle mélodie que l'on fredonne. Mais il s'agit de vous transformer chacun individuellement pour que vous soyez réceptifs à un produit, le produit qui a été réalisé en masse pour être le produit que vous consommerez. Si bien que ça commence par le vin, dans lequel on autorise aujourd'hui de mettre des copeaux de bois et du sucre, ce qui était hier considéré comme une fraude, et même sous l'Ancien Régime, il arrivait qu'on pende les gens qui le fassent. Mais maintenant, non seulement c'est légal, mais c'est souhaité. Ce formatage du goût, je l'ai pris dans un exemple qui me semble piquant et très visible. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus culturel que d'être capable d'apprécier un bon verre de vin? Peut-être en apprécier deux et savoir s'arrêter. Mais ce sont des choses auxquelles on ne pense pas d'habitude comme des actes de culture. Et vous savez qu'il faut être éduqué culturellement pour être capable d'apprécier. Donc, ce formatage, il est réalisé dans tous les compartiments. Et dans le domaine des créations qui viennent du cœur humain, la bifurcation est largement entamée. Elle se traduit, comme d'habitude, par les moyens ordinaires. En ce sens, la culture peut croire ce qu'elle veut à son sujet. Et ceux qui la font vivre peuvent croire ce qu'ils veulent à leur propre sujet. De toute façon, le système les a transformés en rouages. Et voici comment. D'abord parce que tout a été marchandisé et que les instruments de la marchandisation continuent à fonctionner. Ils ont des noms et une adresse. La financiarisation ne tombe pas du ciel comme la pluie ou la grêle. La financiarisation vient de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui punit ceux qui ne s'y soumettent pas. La financiarisation vient de la Commission de l'Union européenne, qui punit ceux qui n'acceptent pas de soustraire au règne de la marchandise la production culturelle. La financiarisation, elle se traduit par une extrême concentration, comme c'est le cas dans l'industrie du pétrole, dans l'industrie de la chaussure, dans l'industrie de ce que vous voulez. Ce que l'on croyait être un acte libre, et pour ainsi dire quasi imprévisible, lui aussi est intégré à un système dans lequel quelques entreprises, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de la production de musique, dans tous les domaines, bref, de la production culturelle, sont concentrées dans quelques mains, qui à elles seules ont en main le 70, le 80% de tout ce qui se produit. La monopolisation, qui est la forme concrète de cette marchandisation de la culture, est très avancée. Et elle donne donc les droits à rebours, puisque tout est monopolisé de façon privée, de penser comment, par un acte simple, nous pouvons socialiser tout ce qui est privé aujourd'hui. Enfin, la socialisation, ça vous plaît moins, j'ai l'impression. Il faudra pourtant s'y faire. Ensuite, il y a ceux qui travaillent dans ces secteurs. La précarisation des créateurs. Je ne vais pas essayer de rivaliser avec le livre que vous venez de faire paraître, ni avec ce que vous savez mieux que personne. Mais enfin, on peut dire une chose.
Le statut des intermittents du spectacle a été le cahier de brouillon de toutes les méthodes d'exploitation des travailleurs dans ce pays. L'abjecte soumission des maternitantes, l'insupportable enchaînement dans des postes de permanence de gens à statut d'intermittent, c'est exactement la même chose que ce qu'ils ont inventé ensuite pour les auto-entrepreneurs et c'est ce qui vous pend au nez bientôt. C'est ce qu'ils font dans tous les compartiments, travailleurs à la tâche, c'est-à-dire ramener à la condition qui était celle des ouvriers à la tâche, sous l'Ancien Régime, avant même qu'existent les syndicats. Enfin, le formatage de l'humanité, le formatage culturel de l'humanité est aussi passé par la réduction du grand nombre du statut de créateur potentiel à celui de consommateur exclusif. Voilà la mutilation humaine la plus insupportable. Et j'en demande pardon à ceux d'entre vous qui m'ont déjà fait la remarque lorsqu'on s'est rencontrés au Grand Parquet, qui me disaient « mais qu'est-ce que tu nous annonces ?» Lorsque je disais « tout le monde est créateur, tout le monde doit être créateur ». Le créateur et le consommateur. Je n'ai jamais voulu dire, et la circonstance me permet de le préciser, qu'au fond, nous serions spontanément tous égaux quant à nos capacités. Ce n'est pas vrai, je le sais bien. Il en va dans ce domaine comme dans tous les autres. Les uns ou les autres ont des aptitudes, un niveau d'éducation, une préparation qui les rend parfois, du fait de quelque événement intérieur qui s'est produit en eux, plus apte que d'autres à nous faire apercevoir de nouveaux horizons d'humanité à travers un acte culturel qu'ils posent, qui est une fulgurance dont tel ou tel nous ne nous sentons pas capables, mais dont nous sommes bénéficiaires. La question n'est pas de savoir. Si cela postulerait que nous soyons tous égaux, la question posée est de savoir si nous pouvons tous en profiter. Si le génie de l'un est mis au service de tous, ou bien seulement de sa propre personne et de son compte en banque. Voilà la question qui est posée. Partageons-nous ou non? On partage. L'ambition culturelle ne diffère d'aucune des autres ambitions politiques que nous posons. C'est la loi du partage que nous voulons faire prévaloir. Mais je commence par le dire. Je l'ai dit dans les œuvres, mais il faut y réfléchir plus profondément. Puisque c'est moi qui ai le micro, j'en profite. La question n'est pas, comme je l'ai entendu dire, de sanctuariser des budgets ou de sanctuariser des pratiques. Ce n'est pas du tout la vision qui nous anime. La question n'est pas d'ajouter une couche à une autre. Alors on aurait une couche de république, une couche de socialisme, une couche d'écologie, une couche de culture, et voilà mon millefeuille est servi. Non, c'est de quelle manière nous sommes capables d'intégrer toutes ces dimensions pour restituer l'unité de la personne humaine à travers ces activités. La question posée est comment l'action culturelle peut habiter les différents compartiments et non pas être sanctuarisé à l'intérieur de la vie générale. Moi, j'ai fait la démonstration dans le domaine qui m'a été confié, lorsqu'on m'en a confié un, qui était l'enseignement professionnel. J'ai fait la démonstration concrète, pratique, qu'une classe à projet artistique et culturel pouvait être, par le moyen de l'éducation culturelle, un instrument de qualification professionnelle. De qualification professionnelle. Que lorsqu'on fait, là c'était le sujet, je pense à celui-là, des sculptures métalliques géantes, il faut s'éduquer à comprendre d'abord de quoi il s'agit, ensuite le dessiner, mais ensuite il faut le construire, le forger, le peindre, et tout cela fait appel à des savoirs professionnels et techniques de très haut niveau. On voit sur cet exemple comment la culture peut habiter des activités humaines et non pas être l'à côté. Vision bourgeoise que celle qui dit d'abord je travaille, puis je consomme de la culture. Nous sommes des êtres de culture. Chaque jour, chaque instant, dans nos choix, dans nos amours, dans nos fraternités,
dans le regard que nous portons sur la vie. Alors nous sommes là tout le temps. Par conséquent, sans entrer ici dans évidemment des mesures que j'approuve, puisqu'on m'en tient au courant et que c'est moi le porte-parole. Mais si vous voulez les connaître, allez voir ceux qui travaillent à les mettre au point, c'est-à-dire parlez-vous à vous-même. Moi je ne vais pas faire le bon élève qui vous récite le caté. J'ai grande confiance sur les indignés du PAF, car voici un exemple qui me permet de dire: vous ne changerez rien, absolument rien, si vous attendez que le changement vienne d'en haut. Vous ne changerez rien. Il faut donc que ce soit la révolution citoyenne partout. Et c'est pas moi qui vais la faire. C'est pas moi qui vais la faire. Il faut subvertir de l'intérieur les médias pour donner le pouvoir non seulement à ceux qui les font vivre, mais à ceux qui en bénéficient, parce que l'information n'est pas un luxe. Nous n'avons pas besoin de 6 journaux qui disent 6 fois la même chose. Nous avons besoin pas seulement d'indépendance de ces 6 qui disent la même chose, nous avons besoin de pluralité, de regards croisés, car lorsque les regards sont croisés, alors nous restons maîtres et souverains de notre propre décision. Parce que vous devez donner le pouvoir aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs et le partager avec les professionnels. Il en est ainsi de toutes les branches. Pourquoi? Notre révolution, je n'aime pas ce que je vais dire tant que ça, est en même temps une révolution culturelle. Je ne le réfère pas du tout à la barbarie des actes qui ont été posés sous ce nom en Chine. Mais elle est culturelle parce que si nous devons lancer un message, nous qui n'avons pas les talents qui sont réunis dans cette salle, ou qui les avons à moindre échelle, ou qui avons d'autres choses à faire, et nous vous confions le soin de nous aider à être meilleurs. Eh bien, c'est de comprendre qu'à la monopolisation des moyens, le reformatage et l'uniformisation des êtres humains, en même temps correspond une culture qui prépare l'acceptation de cet ordre, qui le reproduit en nous-mêmes, qui nous transforme en rouage de sa reproduction quotidienne, parce que la culture dominante est toujours la culture des dominants. Cette culture est une culture de violence, de pulsion, de refus des valeurs essentielles auxquelles s'attache l'idée que nous nous faisons de la vie, l'amour, la tendresse, le respect et si possible la subtilité. Consiste à faire reculer cette culture de la violence et de la mort qui partout subvertit tout ce qui est proposé, ridiculise ce qui n'est pas à sa norme, à sa manière de voir, instaure dans cette ambiance le culte de la performance continue, de la rapidité, de l'agressivité, de la domination, bien sûr reproduit au passage le patriarcat qui en est la matrice permanente, mais toutes les autres formes de domination invisibles sur la société. La dernière fois que j'ai parlé de ça devant une assemblée comme la vôtre, on m'a dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous proposes une culture officielle? Bien sûr que non. Je ne propose pas une culture officielle. Je propose de subvertir la culture qui s'exprime aujourd'hui, son message. Je propose de subvertir la culture sponsorisée, portée, de manière qui n'est jamais innocente, par les grands moyens. Ça ne vaut absolument pas condamnation ou montrer du doigt tel ou tel d'entre vous. Ce n'est pas le sujet. J'appelle à une réflexion approfondie sur cette question des contenus. Nous ne pouvons pas passer à côté. Ce n'est pas seulement une affaire de moyens et d'organisation, même si c'est très important les moyens et l'organisation. Bien sûr qu'il nous faut tous les moyens publics qui ont été évoqués tout à l'heure. Bien sûr que nous allons abattre Adopi, mais mettre à la place les plateformes publiques de téléchargement. Bien sûr que toutes ces choses ont de l'importance. Bien sûr qu'il faut mettre la culture à l'école, tout le temps, partout, partout, parce qu'on ne perd pas une seule seconde quand on écoute. Mais il faut aller au fond de l'affaire. Et ça, c'est la responsabilité particulière des femmes et des hommes de culture, quel que soit votre domaine d'expression, que ce soit la musique, la sculpture, la peinture, tout ce que vous voulez, le théâtre, tout doit être repensé, me semble-t-il, doit être réanimé par le souci de faire commencer à voir
les valeurs essentielles du monde que nous portons, qui est un monde de fraternité et de refus de la compétition. Je vous l'aurais dit en tout cas. Je ne me serais pas respecté si je ne vous l'avais pas dit. Pourtant, les camarades m'ont prévenu, m'ont dit attention, c'est un sujet glissant. Mais si on ne se parle pas franchement, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais venir jouer la comédie du candidat à la présidentielle, dans sa tenue de bronze, regardant déjà l'horizon, qui recule à mesure qu'il avance. J'ai plus qu'à changer de cravate, en mettre une bleue. Vous connaissez le numéro. C'est pas ça qu'on fait ensemble. Et nous renouons avec les traditions subversives les plus profondes de notre peuple. C'est ça que nous représentons. Ceux à qui ça ne plaît pas, on le comprend. Mais nous, ça nous plaît. Donc c'est ça qu'on fait vivre. C'est pour ça qu'on va à la Bastille. Et vous avez vu, mes amis, mes camarades, nous ne sommes pas seulement un mouvement politique subversif. Nous ne sommes pas seulement le Front de gauche, qui devient un Front du peuple. Nous sommes aussi un mouvement culturel. Est-ce que vous vous en rendez compte? Que nous avons mis le rouge à la mode. C'est une couleur, ça, c'est de l'esthétique. Nous avons remis nos chansons à la mode. Nous avons remis nos rites humains, les doigts qui se serrent, pour montrer la communauté humaine qui est forte quand elle est unie. Nous avons chanté, nous avons dessiné, nous avons créé, et nous allons continuer à le faire. Et votre candidat commun, lui, il parle d'amour et de fraternité dans les réunions. Élie du Victor Hugo. Bref, la révolution des institutions culturelles doit avoir lieu comme révolution citoyenne. La révolution des valeurs doit avoir lieu à la condition que chacun accepte d'entrer en lui-même et mesure la part de ce temps des cerises et des jours heureux qu'il est capable de faire vivre. Allez les amis, à vite.